Bienvenue sur Pogledi FR pour une nouvelle chronique iconoclaste de l'actu des Balkans. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inscrire un commentaire pour dire ce que vous pensez de la chronique, pour ceux qui le peuvent à faire un don sur notre compte Tipeee et à vous procurer dans toute bonne librairie ou sur notre site web les livres de Pogledi publiés en français et en anglais. J'espère que vous avez apprécié 2 parties du documentaire historique que j'ai posté depuis ma précédente chronique. Pour info, ces épisodes sont tirés de la série documentaire Le Royaume de Yougoslavie dans la Seconde Guerre mondiale, en 16 épisodes, que Miroslav Samardžić et Pogledi ont produits en langue serbe il y a quelques années. Et pour l'instant, seuls ces 2-là ont été traduits en français. D'ici quelques semaines, une 3e partie sera postée. J'ai aussi été invité la semaine dernière sur Radio Courtoisie par Philippe Nicolardo dans son émission. Je vous mets le lien sous cette vidéo si vous souhaitez l'écouter. Mais venons-en maintenant à l'actualité. Parce qu'il n'est pas pertinent de réagir à chaud, j'ai voulu attendre de voir ce qu'il en serait le 1er septembre de l'actualité en Serbie à propos des documents d'identité et plaques minéralogiques serbes dans sa province du Kosovo-Metohiji sous administration de l'OTAN, qui a fait l'objet de vives tensions fin juillet. La situation reste confuse, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Certains d'entre vous m'ont dit que je parlais un peu trop vite, alors je vais cette fois tenter d'être plus intelligible. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce n'est pas trop exagéré. Je voudrais commencer par une nouvelle qui m'a scandalisé, mais hélas, pas étonné. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour la photo sur la couverture de cet épisode. C'est une photo authentique qui représente des Oustachis durant la Seconde Guerre mondiale, qui pointaient leurs armes sur des cadavres de Serbes qu'ils venaient d'assassiner. Et que Mile Lukic, qui m'aide beaucoup pour la partie technique et notamment visuelle de cette chaîne, a remplacé par la couverture du Time Magazine de 1942, représentant le général Mihailović. Et c'est pour la nouvelle qui suit. En effet, on a appris fin août par l'ONG Veritas, qui est une association de citoyens fondée en 1993 en Krajina et aujourd'hui établie à Belgrade, qui a été créée afin de collecter, publier et diffuser auprès des instances officielles compétentes les documents concernant les victimes du conflit en Krajina. Cette ONG donc informe qu'un homme de 55 ans, domicilié à Chicago aux États-Unis, a été arrêté, a fait l'objet d'une enquête criminelle de la police de la ville de Knin en Krajina, qui se trouve aujourd'hui en Croatie, pour trouble à l'ordre public et a été condamné par un tribunal à 15 jours de prison. Son crime ? Avoir en août 2019 et en juillet 2021, je cite, « mu par la haine, publié du contenu sur son profil public sur les réseaux sociaux, qui porte atteinte aux sentiments nationaux des citoyens de la République de Croatie. » Fin de citation. Concrètement, il s'est agi de la photo de couverture du magazine américain Time, datée de 1942, représentant le général Draža Mihailović, et que j'ai posté sur notre site il y a longtemps maintenant, voir le lien sous cette vidéo. Le nom du condamné a été dévoilé par l'ONG Veritas à la demande de sa famille à Chicago. Son nom est Srboljub Popratnjak. L'autre photo est celle du dit condamné, prise dans les locaux de l'association des Tchétniks de Chicago dans l'Illinois, et sur le mur duquel est accroché un portrait du général Mihailović. Il n'avait rien posté d'autre que ces photos, pas même un message, encore moins de haine envers quiconque. Vous pouvez le voir dans le lien en description sur la page de l'ONG. On ne peut que conclure que pour ce tribunal en Croatie, et donc pour la législation croate, une photo du général Mihailović est de la haine qui offense les citoyens de Croatie. Pour rappel, les Américains considèrent le général Mihailović comme leur allié de la Seconde Guerre mondiale. Ils lui ont décerné la Legion of Merit au grade de commandant en chef, qui est la plus haute distinction américaine pour un non-américain, et dont seule une vingtaine de personnalités dans le monde ont pu se prévaloir, comme le maréchal soviétique Georgi Zhukov, le roi d'Angleterre George VI et le général de Gaulle. Les associations de vétérans tchétniks et leurs descendants existent en toute légalité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans tous les pays occidentaux, et en particulier au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada. On apprend par ailleurs que Srboljub, notez que la racine de son prénom est bien serbe, et ce n'est pas un hasard puisqu'il est serbe, se rendait chaque année à Knin, sa ville d'origine, et qu'il n'avait jamais eu de problème, même si, comme 300 000 autres Serbes, il avait été chassé de Krajina ces funestes jours d'août 1995, et il finira son long périple de réfugié aux États-Unis.
On apprend aussi que le même juge de ce tribunal avait condamné un autre Serbe, Mladen Lošić, en 2017, qui s'était rendu depuis la Serbie, où il a le statut de personne déplacée depuis août 1995, dans son village d'origine, dans les environs de Knin, en Croatie, à 16 jours de prison, pour des faits similaires, puisqu'il s'agit de photos postées sur le profil Facebook du condamné, au milieu d'une quarantaine de personnes posant avec un drapeau des tchetniks du général Mihailović, d'une autre photo du voïvode tchetnik Momčilo Đujić. L'ONG Veritas rappelle que les réseaux sociaux de profils croates sont submergés de photos faisant l'apologie des Ustashi, qui avaient été les plus serviles alliés d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et même que 10 jours avant l'arrestation de Srboljub Popratnjak, lors des célébrations pour le nettoyage ethnique des Serbes par l'armée croate d'août 1995, dans cette même ville de Knin, des dizaines de chemises noires Ustashi défilaient en grande pompe devant une tribune d'officiels politiques croates, et qu'aucune administration judiciaire en Croatie ne fait rien. Veritas conclut que le pouvoir en Croatie a trouvé un moyen efficace, d'après ce qui arrive à Popratnjak et Lošić, de se prémunir contre le retour de jeunes générations de Serbes de Krajina auprès de leurs racines pluriséculaires. D'ailleurs, il semblerait qu'en Occident, et en particulier le Congrès juif européen, comme dans le tweet dont je mets le lien ci-dessous, ont été choqués de voir des centaines de supporters du club de foot du Dinamo de Zagreb défiler à Milan le 15 septembre, en faisant le salut nazi, le bras tendu. Pourtant, ça fait plus de 20 ans que le néo-nazisme, et surtout le néo-oustachisme, en Croatie et dans les zones croates d'Herzégovine, pullule sans que personne à l'international ne s'en émeuve. Mais cette indifférence serait-elle due au fait que c'est systématiquement dirigé contre les Serbes? Alors on va me dire, oui, mais ce sont des supporters de foot, ils sont par définition très souvent bas de plafond, et il y en a chez les supporters de tous les clubs de foot en Europe, etc. Alors, je ne crois pas avoir vu ailleurs, aussi souvent, ni autant, de manifestations de néonazisme que parmi les supporters croates et ukrainiens. Quoi qu'il en soit, quand on sait, j'ai mis un lien ci-dessous vers un article avec photo qui en parlait, que l'ex-présidente de Croatie, Kolinda Grabar-Kitarović, chaque 9 mai, déposait une gerbe de fleurs au pied d'un monument qui commémore un charnier contenant des cadavres d'Oustachi liquidés à la fin de la guerre par les communistes yougoslaves à Bleiburg, en Autriche, à la frontière avec la Slovénie, les abjections de ces supporters de foot prennent une autre dimension. Mais passons à un peu de légèreté. Ce 16 septembre, la doyenne des comédiennes de la planète a fêté ses 104 ans. Il s'agit de la Serbe Branka Veselinović. Elle est devenue la doyenne après le décès au début du mois de septembre de la comédienne américaine Marcia Hunt à l'âge de 104 ans. Branka Veselinović a commencé sa carrière en 1938 au théâtre, où elle jouera dans plus de 100 pièces, allant jusqu'à jouer aux États-Unis, en anglais s'il vous plaît, ce qui n'avait pas dû lui poser de problème insurmontable puisqu'elle est polyglotte, parlant anglais, russe, allemand, français, tchèque, hongrois et italien. Elle a aussi tourné dans plus de 50 films et séries télévisées en Yougoslavie. Certes, il y a peu de chances que vous ayez un jour entendu parler d'elle, mais devenir doyenne internationale des comédiens, avoir une carrière qui dure depuis 84 ans quand même, valait bien de l'évoquer. Depuis longtemps, elle s'investit dans l'humanitaire et est même ambassadeur de l'UNICEF. Aujourd'hui, elle rend visite aux enfants dans les hôpitaux et les maisons de retraite en Serbie, où elle se produit devant des malades et pensionnaires avec un numéro de chant, de poésie ou autre. Vous trouverez en description une émission TV qui lui avait rendu visite il y a 5 ans. Même sans comprendre le serbe, vous percevrez quand même son esprit vif à composer de la prose, jonglant avec les rimes. En serbe, il est une tradition, quand on souhaite un anniversaire à quelqu'un, c'est de lui souhaiter d'atteindre les 105 ans et plus. Pour Branka Veselinović, c'est à point nommé. Sans transition, un sujet incontournable ces derniers temps, puisqu'il s'agit de la Gay Pride à Belgrade, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps dans la presse occidentale. Il semble que ce genre de sujet a plus d'attention que d'enquêter sur les crimes commis contre les Serbes depuis les années 90 et mener à la condamnation de leurs auteurs. À titre d'exemple, le massacre de Siekovac, dont vous n'avez jamais entendu parler, et pour cause. Alors je vais d'abord en parler. Le 1er mars 1992, les meneurs des musulmans de Bosnie, qu'on appelle aujourd'hui les Bosniaques, et les meneurs des Croates organisent dans le dos des Serbes un référendum sur l'indépendance de la République de Bosnie-Herzégovine, création artificielle du régime communiste yougoslave, de ce qui reste de la Yougoslavie après l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie. Ce référendum était très controversé, jugé anticonstitutionnel, et d'ailleurs le résultat l'était aussi, mais passons, j'aurai sûrement l'occasion d'y consacrer plus de temps à l'avenir. Donc le 1er mars 92, le référendum est organisé, les Serbes le boycottent,
Et le 3 mars, l'armée de la République de Croatie, reconnue indépendante en Europe moins de 2 mois plus tôt, traverse le pont sur la rivière Save depuis la ville de Slavonski Brod en Croatie pour occuper la ville de Bosanski Brod, 35 000 habitants, dont 40% de Croates, 34% de Serbes et 12% de Bosniaques, et y faire régner la terreur envers les civils serbes, de concert avec les paramilitaires croates et bosniaques locaux. 3 semaines plus tard, le 26 mars 1992, ils occupent un village à quelques kilomètres de Bosanski Brod, du nom de Sijekovac, 1500 habitants, dont 38% de Bosniaques, 24% de Croates et 20% de Serbes. Ces paramilitaires et les unités de l'armée de Croatie n'ont pour but que de montrer leur haine des Serbes. Ils massacrent des civils serbes, et la rivière Save est le tombeau de beaucoup d'entre eux. Une liste de 75 noms de victimes serbes a été constituée, des témoignages de rescapés existent, on connaît le nom des instigateurs, on connaît le nom des exécutants, des charniers ont été découverts après la guerre. Un dossier et toutes les pièces concernant ces crimes ont été envoyés aux enquêteurs du TPI de La Haye en 2002, lesquels transfèrent le dossier en 2006 au procureur de Bosnie-Herzégovine chargé des crimes de guerre qui se trouve être à Sarajevo, et depuis rien. Dans un de ces charniers ont été découverts les restes de Roms massacrés le 27 mars, dont beaucoup d'enfants. Lors de l'exhumation, on a constaté sur chaque cadavre que tous les organes vitaux avaient été prélevés et beaucoup avaient été décapités. Je vous laisse deviner à quoi ont pu servir ces organes. Ces Roms étaient originaires de la région de Srebrenica, qu'ils avaient décidé de fuir dans 4 autobus vers l'Italie, en passant par la Croatie. Mais les instigateurs des massacres avaient donné l'ordre de ne pas les laisser entrer en Croatie, et le 27 mars 1992, ils sont tous portés disparus, ou retrouvés dans des charniers. Ces massacres étaient avant ce qu'on considère être la date à laquelle la guerre de Bosnie a commencé, le 7 avril 1992. On soupçonne des membres d'entités internationales sur le terrain de s'être compromises ou d'être complices, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles très peu d'informations officielles ont été divulguées à ce jour, mais comme pour la plupart des crimes dont les victimes sont serbes dans la guerre de Bosnie, Sarajevo n'est toujours pas très enclin à ouvrir des enquêtes ni à traduire les coupables en justice. Et si encore c'était le seul massacre. Mais jusqu'à la fin de l'été 1992, dans d'autres villages autour de Bosanski Brod, subiront des sorts similaires, et chaque fois les victimes sont serbes, et chaque fois aucun bourreau n'est même inquiété, depuis 30 ans. Évidemment, la version des événements est présentée différemment dans Wikipédia en anglais, puisqu'elle suggère en gros que c'est de la faute des Serbes, et quand on regarde d'un peu plus près, la source pour cette version est une publication de la CIA de 2002, Histoire militaire du conflit yougoslave. La CIA dit ouvertement la vérité, c'est bien connu. Alors, 30 ans après ces massacres, les coupables sont toujours dans la nature, les victimes sont toujours soit portées disparues, la plupart ayant fini dans des camps en Croatie ou ailleurs, ou ont été jetés dans la Save, soit dans un charnier sous un monument qui depuis a été érigé à leur mémoire. Mais pour la presse occidentale, la priorité est ailleurs. Peut-être qu'on attend que tous les criminels décèdent de mort naturelle dans leur lit? Alors, à côté de cette anecdote, probablement considérée comme insignifiante, la presse occidentale s'est focalisée sur l'organisation de la Gay Pride à Belgrade ce samedi. Alors, parlons-en. Il est difficile d'avoir des informations fiables parce que sur ce genre de sujet, il y a beaucoup de manipulations et les informations qui dérangent sont souvent enterrées en toute discrétion. Tout d'abord, il faut dire que ce samedi 17 septembre, il y a eu 3 événements à Belgrade. Tout d'abord, à 13h, en plein centre de Belgrade, sous la pluie, un spectacle Red Bull, avec l'ancien pilote David Coulthard qui pilotait la Formule 1 de Sebastian Vettel, avec laquelle il a été champion du monde en 2011 dans les rues de Belgrade, accompagné de, je suppose, la sœur jumelle de cette voiture et d'autres divertissements motorisés. C'est un événement suffisamment rare qui a attiré plusieurs centaines de personnes, puisque la dernière fois qu'une Formule 1 a laissé de la gomme de pneus à Belgrade, c'était en 1939 lors de l'unique Grand Prix de Belgrade qui avait été organisé par ce qui ne s'appelait pas encore Formule 1. Pour les amateurs de Formule 1, je mets en description une vidéo de l'événement. Ensuite, non loin de là, puisque c'était devant le Parlement de Serbie, il y a eu, comme chaque année, la parade des plus jeunes officiers de l'armée de Serbie, qui ainsi se voit officiellement délivrer, pour 135 d'entre eux, le grade d'officier, après leur diplôme de l'académie militaire. Beaucoup de monde a aussi assisté à cette cérémonie solennelle, à laquelle étaient présents sur la tribune officielle le président, des membres du gouvernement, des diplomates et autres personnalités officielles,
On reconnaît le cardinal catholique de Belgrade, ainsi qu'un imam qui doit être celui d'une des factions des musulmans de Serbie, mais curieusement aucun représentant de l'église orthodoxe serbe, alors que l'orthodoxie est la religion dominante en Serbie. Mystère. Je mets un lien en description pour ceux qui voudraient voir de quoi ça avait l'air, concrètement. Et enfin, la très scrutée Europride. Essayons de résumer. En juin, on annonce qu'elle est prévue en septembre, comme en fait plus ou moins chaque année depuis une dizaine d'années. Parfois elle est annulée du fait des risques de troubles à l'ordre public, et quand elle a lieu, c'est toujours à des fins de communication média et sous très forte escorte policière. Ce qui rend particulier ce défilé cette année est que cette fois ce serait une sorte de version européenne, alors que d'habitude c'est prétendument local. Je vous avoue que je n'ai suivi que de loin cette actualité, parce que ça ne m'intéresse d'ordinaire pas du tout. D'abord parce qu'il est difficile de distinguer ce qui est factuel de ce qui est manipulation marketing, et ensuite parce que je sais que ces sujets ne sont systématiquement utilisés que pour tenter de polariser la population, soit la diviser entre elles, soit l'opposer au pouvoir en place. En l'occurrence, ce devait, paraît-il, s'étendre sur une semaine comme une sorte de festival conclu par une marche samedi dernier. Les esprits ont commencé à s'échauffer dans la population quand le bruit a couru qu'un catalogue a été imprimé à l'attention des futurs participants, qui viendraient de toute l'Europe, sur lequel les églises et monastères orthodoxes de Serbie étaient mentionnés comme valant le détour. Ça a été perçu comme une insulte suprême et une humiliation collective par une écrasante majorité de la population qui, sans être forcément très pieuse ni très pratiquante, témoigne un profond respect pour l'église orthodoxe après 50 ans de brimades communistes qui ont à peu près succédé aux brimades de l'occupation ottomane qui a duré entre 300 et 500 ans selon la région des Balkans. On remarque au passage qu'il n'y était pas fait mention des églises catholiques, mosquées ou des synagogues de Serbie qui valent le détour, même si ce ne sont pas les religions majoritaires. Ce qui vient encore une fois, s'il en était besoin, valider le mot d'ordre de Lénine pour en son temps imposer le communisme hors du RSS. Dans les pays comportant une identité majoritaire, il faut toujours soutenir les minorités contre la majorité, c'est-à-dire attaquer cette majorité. Ce qui fait par exemple qu'en France, c'est principalement l'Église catholique qui est la cible la plus fréquente des idéologues extrémistes de tous bords. Il n'en a pas fallu plus pour que les fidèles se montrent de plus en plus pressants à l'égard de l'Église orthodoxe, lui demandant de réagir. Ce que les évêques puis le patriarche font en se rangeant du côté du peuple, et organisent à 3 reprises en août et septembre des processions religieuses à Belgrade, qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes, sans qu'il y ait eu besoin d'escorte policière. Le pouvoir politique à Belgrade devient un peu fébrile, les tensions à propos du Kosovo Metochi étant toujours dans l'air ambiant, et le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, les invoque pour annoncer publiquement que la Gay Pride n'aura pas lieu et est annulée, et qu'il ne reviendra pas dessus même si, je cite, Joe Biden et Vladimir Poutine l'appelaient personnellement. Mais les ONG organisatrices ne l'entendent pas de cette oreille, et affirment être résolues à manifester. Alors le ministère de l'Intérieur interdit aussi bien les processions religieuses que la Gay Pride, ainsi ils pensent pouvoir ménager la chèvre et le chou. Les ONG déposent un recours devant le tribunal administratif, qui est rejeté. Et logiquement c'était à la Cour de cassation de statuer, mais il semble qu'aucun appel ne semble avoir été formé, rendant la décision du tribunal administratif définitive. Mais samedi, le jour de la manifestation, une vingtaine de militants de ces ONG se rassemblent devant ce tribunal. La veille au soir, la police avait bouclé l'accès à l'église orthodoxe Saint-Marc dans le centre de Belgrade, pour une raison qu'on ignore, et quelques orthodoxes pratiquants s'étaient rassemblés devant le cordon de police. Certains disent que c'est pour empêcher la procession, d'autres pour empêcher les militants de la Gay Pride d'y entrer, on ne sait pas. Au même moment, toutes les ambassades occidentales co-signent une lettre officielle envoyée au gouvernement de la République de Serbie, demandant le déroulement de cette Gay Pride. Autant d'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays souverain, au mépris même de son système judiciaire, semble devenir monnaie courante, mais avec la Serbie c'est une longue pratique. L'ambassadeur américain ira jusqu'à dire publiquement qu'il y participera, alors même que le pouvoir politique du pays, où il est un invité, interdit la manifestation. Cette hostilité en d'autres temps aurait déclenché un réel incident diplomatique entre deux pays. Mais aujourd'hui c'est différent. Il faut savoir que cet ambassadeur américain avait été filmé aux côtés des terroristes de l'UÇK en 1998 et 99 et aux côtés du chef de la mission de l'OSCE au Kosovo Metochi, William Walker, qui a construit le mensonge du prétendu massacre de Račak qui déclenchera l'agression de l'OTAN sur la Serbie en 1999. Malgré tout ça, et contrairement au titre des journaux occidentaux qui parlaient de milliers de personnes, toutes les images vues sur internet montrent que seules quelques dizaines de personnes se sont rassemblées à cette Gay Pride interdite, une moitié d'entre eux étant des militants venus de l'étranger pour l'occasion, accompagnés de professionnels de la sécurité privée dont ils se sont offerts les services, probablement aussi venus de l'étranger,
et le reste étant des militants locaux, soutenus pour ne pas dire protégés par les agences américaines qui les financent, ainsi que des personnalités politiques militant à l'extrême gauche qui se sont travestis depuis 30 ans en opposants démocrates à Milosevic, et tout ce monde encadré, selon le ministre de l'Intérieur serbe, par 6000 policiers et gendarmes affrétés depuis toute la Serbie pour leur permettre de faire 150 mètres, agiter toute la panoplie des positions américaines actuelles, comme cette banderole en soutien à l'Ukraine ou ces pancartes faisant promotion de la livraison de la région serbe du Kosovo-Metochi aux Albanais de l'UCK, et les conditions étaient réunies pour prendre des images à l'intention de la presse occidentale, de ces comportements abjects comme ce type vêtu comme une femme, qui baisse son froc avec l'église Saint-Marc en arrière-plan, qui n'ont fait qu'humilier et salir l'identité de la majorité des Serbes. Ils ont terminé leur promenade dans un petit stade annexe où se serait déroulé un concert. Pour info, les organisateurs revendiquent 10 000 participants. Je vous laisse en juger d'après le lien vers un tweet avec une photo de ce stade au moment de ce concert. Mais le plus douloureux a été de voir une photo de ces gens, parmi lesquels l'ambassadeur des États-Unis, passer près du monument en hommage à Milica Rakic, qui se trouve dans le parc de Tashmaidan en face de l'église Saint-Marc. Milica Rakic était une enfant de 3 ans qui a été tuée en avril 1999 par l'éclat d'une bombe de l'OTAN alors qu'elle se trouvait sur son pot de chambre dans sa maison d'un quartier résidentiel de Belgrade. Et lundi, 2 jours après cette Gay Pride, on apprend que aussi bien les organisateurs que les ministères se déclarent satisfaits de la façon dont ça s'est déroulé. Les uns pour avoir été une cinquantaine à pouvoir marcher sur 150 mètres, tout en insultant et salissant chaque pan de ce qui fait l'identité serbe sans se faire tabasser ou arrêter, protégés par 6000 policiers. Les autres, notamment le ministre de l'Intérieur, qui gonfle le torse, parce que ça s'est déroulé sans incident extrême, mettant sous le tapis le fait qu'eux-mêmes avaient interdit la manifestation, que les ambassades occidentales et notamment américaines ont forcé à sa réalisation, mettant donc sous le tapis que la Serbie n'a qu'une souveraineté de façade. Et depuis, personne n'en parle plus. On a bien un article ici ou là qui expose que des parents sont scandalisés de voir que leurs enfants, dès le collège, sont soumis dans certains manuels scolaires à l'idéologie wokiste de la théorie du genre, mais de l'événement de samedi, plus rien. Ils sont chacun contents de leur tour de piste. Seuls les dizaines de milliers de Serbes qui défilaient dans les processions de l'église orthodoxe se sentent humiliés, insultés, mais ça, les deux parties s'en moquent. Pour avoir une idée complète de l'absence de sincérité et d'estime que l'ambassade des États-Unis a pour les Serbes, je crois que le point culminant a été, dans la même journée que cette parade wokiste imposée par l'ambassadeur, quand l'ambassade américaine a commis un tweet pour rendre hommage, je paraphrase, à la population serbe qui, un 17 septembre 1944, a, avec l'aide des soldats américains, réalisé la mission Halliard, la plus grande opération de la Seconde Guerre mondiale d'évacuation aérienne de soldats alliés depuis l'arrière des lignes ennemies. Preuve que les Serbes et les Américains peuvent être forts quand ils sont ensemble, blablabla. Fin de paraphrase. Et comme son prédécesseur, lorsqu'il s'est rendu dans le village de Pranjani au sud-est de Belgrade, d'où ont été évacués ces Américains, et où ils ont, il y a une quinzaine d'années, construit un musée pour lui rendre hommage, l'ambassade américaine et l'ambassadeur évitent soigneusement d'évoquer le nom des vrais sauveteurs des aviateurs américains durant cette mission, les Tchetniks du général Mihailovitch, qui ont organisé et réalisé cette mission Halliard, et vous pourrez en voir quelques photos sur un lien ci-dessous en description, qui n'est pas consacré à la mission proprement dite, mais aux soldats alliés dans l'état-major du général Mihailovitch. Miroslav Samardžić avait rédigé une étude de la mission Halliard que j'ai traduit et qui a été publiée sous forme d'article dans Magazine 3945 il y a quelques années. Sans doute qu'on peut encore en trouver trace. Mais pourquoi les diplomates américains évitent-ils soigneusement de rendre hommage aux Tchetniks du général Mihailovitch en Serbie, surtout qu'il avait été leur allié avant d'être abandonné par eux-mêmes et surtout Churchill? Eh bien, les postes clés en Serbie, étant tenus par les descendants d'apparatchiks communistes, dont l'ennemi numéro 1 pendant la Seconde Guerre mondiale était précisément les Tchetniks du général Mihailovitch. En appuyant trop sur le factuel, les USA perdraient les atouts qu'ils ont eux-mêmes installés à Belgrade suite à la première révolution de couleur en 2000, qui a renversé Milosevic. Car les descendants d'apparatchiks veulent bien se vendre aux Américains, mais sans qu'on touche au butin amassé par leurs ancêtres communistes depuis 1945. Comme par exemple les villas dans les plus beaux quartiers de Belgrade qui appartenaient à des intellectuels, des artistes, des industriels prospères, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puis que les communistes ont exproprié, chassé, enfermé, voire exécuté, et leurs biens ont été prétendument nationalisés. Mais les petits-enfants de ceux-là vivent toujours dans ces maisons, qu'ils avaient rachetées à l'État pour des bouchées de pain au début des années 1990, quand le régime Milosevic avait besoin de cash. Quand je dis des bouchées de pain, pour donner un exemple, les appartements ouvriers étaient cédés à leurs habitants contre 100 à 200 Deutschmark,
soit pour 50 à 100 euros, les gens devenaient propriétaires, alors qu'aujourd'hui ce n'est même pas le prix d'un mètre carré d'un appartement dans la plupart des villes de Serbie. En clair, tout ça n'était que communication forcée imposée aux Serbes pour des objectifs géopolitiques égoïstes de grandes puissances occidentales. À ce propos, depuis quelques jours, en France, en Italie et ailleurs, on entend dans les médias la petite musique des personnalités politiques dans ces pays prétendument financés par la Russie. En Serbie, c'est une femme ouvertement homosexuelle qui est Premier ministre depuis 5 ans, reconduite pour le nouveau gouvernement qui doit se former suite aux législatives d'il y a quelques mois, femme dont la compagne a eu un enfant pendant son mandat, au moyen, on le suppose, d'une PMA réalisée à l'étranger, car elle est interdite en Serbie, femme qui n'a d'autre expérience professionnelle que du consulting dans l'humanitaire pour veiller à la réalisation de projets financés par l'agence américaine USAID. Peut-on alors parler de personnalités politiques financées par Washington, qui est en conflit d'intérêts pour un poste d'officiel de la Serbie, et pourquoi ce n'est pas suffisamment mis en avant? On ne peut que soupçonner sa nomination de ministre puis Premier ministre que de n'être un gage à Washington indiquant comme de manière subliminale que le pouvoir allait faire avancer l'agenda wokiste. Le wokisme a d'ailleurs déjà fait discrètement son entrée dans certains manuels scolaires en Serbie, ce qui ne manque pas de scandaliser la plupart des parents, mais c'est sans effet jusqu'ici. Alors en voulant imposer les désirs d'une minorité importée pour l'essentiel de l'étranger, au mépris des décisions officielles de ministres, présidents et même d'arrêts judiciaires, contre la majorité qui ne veut pas qu'on lui impose le wokisme, le département d'État américain a, d'une certaine manière, rendu service aux Serbes. D'abord, il a démontré que la Serbie n'a qu'un paravent de souveraineté. Certains disent qu'elle est une colonie, je préfère dire qu'elle est sous occupation depuis avril 1941. D'abord par les nazis, ensuite depuis octobre 1944, sans discontinuer par les communistes, puis leurs descendants sous diverses étiquettes politiques, et même communistes. Ensuite, la majorité de la population en Serbie, qui souhaite conserver sa culture, son mode de vie et ses traditions, a compris que le wokisme n'était que de l'ingérence étrangère américaine, voulant détruire ce à quoi ils tiennent, en commençant par les enfants. Quand l'orientation sexuelle de chacun indiffère la plupart des gens en Serbie, considérant que c'est du ressort de la vie privée d'adultes consentants, cette injonction à promouvoir le wokisme partout qui leur est étranger, dans l'espace public, est perçue comme une nouvelle forme de dictature dont ils ont à peine commencé à sortir en 1990, lors des premières élections multipartites depuis la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, pour avoir une idée réelle de l'état de la société en Serbie sur ces sujets, il suffit de comparer d'un côté des processions religieuses orthodoxes qui rassemblent chaque fois des dizaines de milliers de personnes sans besoin d'aucune présence policière, avec de l'autre des manifestations wokistes de tout ordre qui rassemblent une poignée de militants, la plupart recevant du financement étranger et protégés par d'importants dispositifs de police. Ces images en disent long. Autre indice de la perception du wokisme chez les Serbes, on apprend hier, 22 septembre, que la Fédération serbe de football annonce que lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, le capitaine de l'équipe de Serbie ne portera pas le brassard aux couleurs arc-en-ciel, comme ça lui a été proposé, indiquant que ce genre de sujet est assez sensible et pourrait être perçu comme une provocation par les spectateurs en Serbie, et que la fédération désire se concentrer sur le sport et ne pas se mêler de politique. Le football, peut-être parce que c'est le sport le plus populaire au monde, est aussi plus populaire que d'autres sports en Serbie, bien que les résultats sont, au contraire du basket par exemple, loin d'être prestigieux en équipe nationale et en club au niveau européen. Mais bon, passons pour finir à la situation au Kosovo-Metochi. Les Albanais avaient reporté, à la demande de l'ambassade américaine, au 1er septembre leur décision de reconnaître uniquement les plaques minéralogiques du prétendu Kosovo sous administration de l'OTAN pour les véhicules entrant au Kosovo, mais dans les coulisses, il semble que les grandes puissances dans l'offensive n'ont pas voulu réveiller les tensions dans les Balkans, et une solution temporaire a été dans la pratique mise en œuvre, celle de faire recouvrir d'un autocollant pour cacher les emblèmes de la République de Serbie sur les plaques de tout véhicule serbe entrant au Kosovo-Metochi. Cette honte nationale, le Premier ministre de Serbie semble s'y être plié quand elle s'est rendue à la rencontre des Serbes de Kosovska Mitrovica, au vu des photos qui circulent sur les réseaux sociaux, mais pas dans la presse, du cortège de Berlin qui a traversé la ligne de démarcation. Peut-être que la Gay Pride organisée de force est une compensation cédée à Washington pour faire avaler la couleuvre du statu quo dans l'affaire des plaques d'immatriculation serbe au Kosovo-Metochi. Sans compter que côté albanais, la force armée se prépare, s'entraîne, s'exerce au grand jour à la guérilla, à la répression des foules sous couvert de maintien de l'ordre, et les, entre guillemets, autorités albanaises du Kosovo sous administration de l'OTAN s'étaient mises en chasse dès l'abaissement des tensions début août contre les Serbes qui auraient été les instigateurs des révoltes de la fin juillet.
et à part quelques gesticulations politiciennes et sadisme envers les Serbes prétendument incriminés, rien de concret n'en a résulté. Toujours est-il qu'on n'entend plus parler non plus de cette histoire de plaques minéralogiques et papiers d'identité serbe. Sans doute que la population est laissée se débrouiller toute seule et que c'est au bon vouloir des fonctionnaires sur la ligne de démarcation. Par contre, sur tous ces sujets que j'ai jusqu'ici évoqués, les médias de Belgrade sont comme toujours dithyrambiques à l'égard de Vučić et du gouvernement serbe. Je ne crois pas avoir lu une seule critique. Mais au moment où je rédige cette analyse, je viens de lire que l'adjoint au commandant de la KFOR, qui est donc l'OTAN occupant le Kosovo Metoši, vient de faire une conférence de presse ce 20 septembre, où il explique qu'ils sont prêts à faire intervenir des renforts si la situation qui est pour l'instant sous contrôle venait à se dégrader en violence d'ici le 31 octobre, à propos de l'histoire des plaques minéralogiques. Résumons-nous. Le 1er août, l'administration albanaise du Kosovo Metoši avait annoncé reporter sa décision d'un mois à la demande de l'ambassadeur américain à Pristina 1 heure plus tôt. Le 20 septembre, nous apprenons en sous-main de la KFOR que cette décision est de nouveau reportée au 31 octobre. Faut-il faire le lien avec une info annoncée la veille toujours par la KFOR, ou dans une de leurs bases au Kosovo, cette fois en Metoši, à l'ouest de la province, proche de Dečani, du célèbre monastère, des exercices de l'OTAN sont menés pour le maintien de l'ordre, qui présuppose que des heurts vont encore éclater d'ici le 31 octobre. Tout ça démontre que ce n'est qu'un immense jeu de dupes, où les États-Unis sont la grande puissance à la manœuvre et dont tout dépend. C'est pourquoi, par exemple, on n'entendra personne s'inquiéter parmi les officiels en Serbie du sort de ce jeune Serbe de 20 ans, Nikola Nedeljković, domicilié à Belgrade, arrêté par la prétendue police albanaise du Kosovo le 28 juin dernier, alors que, comme de nombreux Serbes, il s'est rendu depuis Belgrade sur le lieu de la bataille du Kosovo où les Serbes ont vaincu en 1389 l'Empire ottoman pour commémorer là-bas cette fête serbe. Il portait un t-shirt ou un drapeau qui est banal en Serbie, qui représente les frontières de la province du Kosovo Metoši, recouvert du drapeau serbe avec les mots « On ne se rend pas ». Rappelons que ce sont les prétendus accords de Bruxelles sous l'égide de l'Union européenne, visant à une prétendue ouverture de dialogue entre la Serbie et les représentants albanais de sa province du Kosovo Metoši, qui ont forcé la main à la présidence de la Serbie pour déconnecter le système judiciaire au Kosovo Metoši de son autorité de tutelle à Belgrade. Nikola Nedeljković croupit en prison en ce moment, condamné à 8 mois de prison par la prétendue justice du Kosovo sous administration de l'OTAN pour, je cite, incitation à la haine, sans le moindre élément concret à charge, sans la moindre preuve, et alors que toute son arrestation avait été filmée et diffusée sur Internet. Ce genre de mésaventure survient chaque année à des Serbes au même moment, le 28 juin, jour anniversaire de la bataille du Kosovo contre les Ottomans. Pour prendre la mesure du degré de justice de cet exemple, il y a quelques semaines, toujours au Kosovo, 5 jeunes Albanais, dont 2 mineurs, ont été condamnés à 8 mois de prison pour avoir séquestré pendant 7 heures et violé une enfant de 11 ans sur laquelle aucune autre info n'a été divulguée. Une fillette de 11 ans. 8 mois de prison pour un viol collectif égale 8 mois de prison pour porter un t-shirt patriote. Voilà. Je vais vous laisser tirer vos propres conclusions sur tout ça. Si vous souhaitez nous soutenir pour, entre autres, faire vivre cette chronique, car ça me prend beaucoup de temps, vous pouvez faire un don sur notre compte Tipeee, dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine chronique iconoclaste de l'actualité des Balkans. Je voudrais de nouveau remercier Mile Lukic de Birmingham en Angleterre, sans l'aide de qui cette chronique n'aurait pu être en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne et surtout cliquez sur la cloche pour être averti de la prochaine chronique, à commenter, à vous abonner à notre compte Twitter, @pogledi.fr, et à visiter notre site internet www.pogledi.fr sur lequel vous pourrez découvrir nos textes. Je suis désolé pour la voix qui est un peu cassée, j'ai un gros rhume ces derniers jours, mais j'ai quand même voulu faire la chronique, j'espère que vous me pardonnerez. Voilà, à très bientôt sur notre chaîne.